Bienvenue à tous sur France Culture, il est 17h. Bonjour à tous. Jules Verne, Stendhal, Hugo, Apollinaire ou encore Molière, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, d'histoire ou de philosophie, lus dans la voix de grands comédiens pour en français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le précieux concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Dans une demi-heure, soyez nombreux à nous rejoindre pour la grande dictée de Rachid Santaki. À l'occasion du festival L'Escale du Livre de Bordeaux, deux invités, son directeur Pierre Mazet et l'écrivaine Leslie Kaplan nous rejoindront. Elle publie L'aplatissement de la Terre, c'est chez POL. Suivez-nous dès maintenant jusqu'à 18h. Aujourd'hui, dans En français dans le texte, nous vous proposons donc une lecture de poèmes de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, sur le thème du voyage, à travers une lecture du comédien Nicolas Bouchot. Le 9 juin 1841, quand le jeune Charles Baudelaire embarque à bord du navire français le paquebot des mers du Sud, à destination de Calcutta, c'est fermement poussé par son beau-père qu'il déteste. Le général Opic souhaite l'arracher au pavé glissant de Paris, à une vie de bohème défiant la morale bourgeoise pour empêcher la perte absolue de Charles, tel qu'il l'écrit à Alphonse, le demi-frère de l'auteur. Mais le poète en devenir, fausse compagnie au capitaine à la faveur d'une escale, après une effrayante tempête dans le port de l'île Maurice. Avant l'exil final en Belgique, ce premier et unique voyage va être sublimé dans la création de Charles Baudelaire. Il motive plusieurs poèmes des Fleurs du Mal, son recueil de 100 pièces publié en 1857, qui sera réédité, largement enrichi en 1861, après le procès perdu pour outrage à la morale. Ce voyage est alors une source d'inspiration pour Baudelaire, comme pour ses contemporains Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Ducamp, auquel est dédié le long poème final. Les récits de voyage sont à la mode, mais c'est en fait toute l'œuvre qui constitue pour son semblable, son frère, une invitation au voyage. À travers les 6 sections du recueil de 1861, le lecteur est convié à la navigation, voyage circulaire, voyage linéaire, ordonné, comme l'écrit Baudelaire à Alfred de Vigny en 1861, je cite, « Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un pur album et qu'il possède un commencement et une fin. » Voyons comment s'organise à travers les Fleurs du Mal ce voyage imaginaire, onirique et symbolique, entre boue et or, entre spleen et idéal. Il y a dans tout homme, à toute heure, 2 postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan, écrit Baudelaire. L'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade. Celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre, écrit-il dans Mon cœur mis à nu, un recueil de fragments inachevés de Charles Baudelaire, publié 20 ans après sa mort. Les Fleurs du Mal traduisent la quête du poète déchiré, mais conscient du pouvoir de l'écriture. Nous allons maintenant écouter 3 courts poèmes extraits de la première section des Fleurs du Mal, Spleen et Idéal. Il s'agit de Parfums exotiques, La chevelure et L'invitation au voyage. Des voyages sensoriels vers un ailleurs idéal, inspiré par la beauté des femmes. Et c'est le comédien Nicolas Bouchot qui nous lit aujourd'hui la poésie de Baudelaire. Nicolas Bouchot qui se raconte et raconte 3 ans de pratique de jeu d'acteur dans un livre qui vient de paraître, Sauver le moment, chez Actes Sud. Parfums exotiques. Quand les 2 yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine
se mêle dans mon âme au chant des mariniers. La chevelure, ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase pour peupler ce soir l'alcôve obscure, des souvenirs dormants dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas, où l'arbre et l'homme, pleins de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève, tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve, de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire, à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir? L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Le lecteur et maintenant les auditeurs que nous sommes, à travers cette lecture des Fleurs du Mal par Nicolas Bouchaud, a cheminé avec le poète vers l'idéal. Mais le spleen reste invaincu. Après une horrifiante escale à Cythère, il est enfin invité à s'embarquer pour un dernier parcours éminemment symbolique. Ce poème, que nous allons étudier aujourd'hui, s'intitule « Le voyage ». C'est le plus long des Fleurs du Mal. Il clôt le recueil et sa dernière section, intitulée « La mort ». On y retourne. Enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame,
berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux, de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ». Ceux-là dont les désirs ont la forme des nus, et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon, de vastes voluptés changeantes, inconnues, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. Nous imitons, horreur, la toupie et la boule, dans leurs valses et leurs bonds, même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune où le but se déplace, et n'étant nulle part, peut-être n'importe où l'homme dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos, court toujours comme un fou. Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie. Une voix retentit sur le pont, « Ouvre l'œil !» Une voix de la hune, ardente et folle, crie « Amour, gloire, bonheur, enfer, c'est un écueil !» Chaque îlot, signalé par l'homme de vigie, est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! Faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer? Tel le vieux vagabond piétinant dans la boue, rêve le nez en l'air de brillants paradis. Son œil ensorcelé découvre une capoue partout où la chandelle illumine un taudis. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme des mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force. Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais. Cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace que le cyprès? Pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace. Frères, qui trouvez beau tout ce qui vient de loin, nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux, des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse. Et puis encore, ô cerveaux enfantins, pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché, du haut jusqu'aux en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût,
l'homme tyran goulu, paillard, dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout, le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions, semblables à la nôtre, tout escaladant le ciel, la sainteté, comme en un lit de plumes un délicat se vautre, dans les clous et le crin, cherchant la volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie, est folle maintenant comme elle l'était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, « Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis !» Et les moins sots, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin, et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel bulletin. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste. Le temps, il est hélas des coureurs sans répit. Comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir ce rétiaire infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « En avant !» De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres, avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent « Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. » À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos Pylades, là-bas, tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Une analyse pensée pour enfoncer dans le texte et pour vous, auditeurs de France Culture. Composé de 8 chapitres de longueur variée, en 36 quatrains d'alexandrin, ce poème reprend ou suggère tous les thèmes, toutes les obsessions et les souffrances du poète, avec un lyrisme particulièrement travaillé et renouvelé. Renonçant à l'évasion, comme à s'élever vers un monde idéal, c'est à travers la mort que le voyageur aspire à aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, écrit le poète. C'est une quête spirituelle, aussi bien qu'esthétique, celle donc du poète tourmenté par le spleen. Entrons dans la composition maintenant de ce poème. Les chapitres 1 et 2 esquissent l'image des différents voyageurs et de leur motivation contrastée pour rejoindre un ailleurs impossible, une chimère. Dans les chapitres 3, 4, 5 et 6, les sédentaires curieux apostrophent les étonnants voyageurs. « Dites, qu'avez-vous vu ?» amorce le dialogue direct et le relance impatiemment au vers 84, et puis encore. Mais les tableaux merveilleux, l'exotisme, s'avèrent finalement décevants, impuissants à maintenir les illusions et à masquer le spectacle ennuyeux de l'immortel péché, écrit Baudelaire. Les 3 premiers quatrains du chapitre 7 montrent le retour à la réflexion du jeu lyrique. Il vient désillusionner le lecteur et démystifier le voyage, considéré tout à coup comme une fuite, une volonté vaine d'échapper à soi-même et au temps.
Dans les 4 derniers quatrains du chapitre 7, avec la victoire du temps allégorisée, la mort est vécue comme l'ultime voyage, le seul voyage capable de faire naître l'espoir d'un autre monde où retrouver les âmes perdues. Enfin, au chapitre 8, le poète invoque la mort, vieux capitaine qui le conduira au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Reprenons maintenant cette analyse plus en détail, à partir uniquement du chapitre 7 jusqu'à la fin. La première strophe débute par une exclamation marquée de déception et de désillusion. Baudelaire questionne le voyage comme source du savoir, amer savoir, celui qu'on tire du voyage, illusoire, en somme, une réflexion comme un écho au poème Espagna de Théophile Gautier, dédicataire des Fleurs du Mal, qui affirme lui aussi que le voyage est un maître aux préceptes amers. Dans les vers qui suivent, le poète va démythifier le voyage, le décrivant comme une fuite vaine de notre individualité. Le monde nous fait voir notre image, écrit-il, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. L'oxymore, oasis d'horreur, désigne ici le voyage et ses paradoxes. L'autre, désert d'ennui, la vie quotidienne marquée par le spleen et l'angoisse. Le terme oasis, opposé au nom désert, évoque généralement le lieu agréable et frais auquel le voyageur assoiffé aspire normalement. Mais il est ici associé à l'horreur. Cette prise de conscience de la vanité du voyage va entraîner dans la deuxième strophe du chapitre 7 2 interrogations rhétoriques. Faut-il partir, rester, auxquelles le poète répond à chaque fois positivement en s'adressant familièrement à un interlocuteur imaginaire. Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. Chacun ne peut qu'essayer à sa mesure d'échapper au spleen, semble nous dire Baudelaire. C'est ce qu'exprime la double métaphore à la fin de ce deuxième vers, l'un court, l'autre se tapit. Pour échapper au temps, ici allégorisé, avec l'aide d'une majuscule, on ne peut que fuir ou se cacher, se tapir comme un animal dans son terrier. La première solution, celle de la fuite, qui se poursuit dans un enjambement de strophe à strophe, va être illustrée avec des exemples empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament. Comme le juif errant et comme les apôtres, écrit Baudelaire. Le juif errant, vous le savez, pour avoir insulté le Christ, avait été condamné à errer jusqu'à la fin du monde. Les 12 disciples, choisis par Jésus, devaient quant à eux partout porter la bonne parole. Leur errance, sans fin, traverse la révolution industrielle, ce que se plaît à évoquer Baudelaire dans l'énumération binaire des moyens de locomotion modernes, ni wagon, ni vaisseau. La deuxième façon de tromper l'ennemi vigilant et funeste, écrit Baudelaire, serait de tuer le temps, c'est-à-dire échapper à l'ennui en s'occupant ou se distrayant, apprendre ici dans son sens pascalien. Elle est tout aussi vaine, rester et non partir, se replier sur soi, renoncer à vivre. On poursuit notre analyse avec la 4e strophe de ce chapitre 7, qui va filer la métaphore en évoquant la victoire de l'ennemi sur nous. Par le jeu des pronoms personnels, le poète est passé du « on » indéfini au « tu » pour poursuivre par le « nous » qu'il conservera jusqu'à la fin du poème et qui engage non seulement le poète moraliste, mais aussi ses semblables, ses frères. La victoire du temps, c'est notre mort, et notre défaite, c'est l'occasion d'un dernier voyage, vu paradoxalement de façon positive dans le deuxième vers. Nous pourrons espérer et crier en avant. La mort, c'est en effet la rupture du quotidien, de la boue, de l'ennui, et donc du spleen. Elle seule peut laisser espérer un renouveau exaltant, un recommencement. Ce dernier voyage, allégorique, est vécu avec le même enthousiasme que les voyages qui ont vraiment eu lieu pour Baudelaire. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, écrit-il, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. La métaphore de la navigation, je vous rappelle que ce poème s'intitule « Le voyage », la métaphore de la navigation, symboliquement associée à la mort, va dès lors être filée jusqu'à la fin du poème. « Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres », écrit le poète. Le 3e vers de cette 5e strophe commence par une interrogation directe. Entendez-vous, qui va évoquer ces voix charmantes et funèbres qui chantent dans l'au-delà. Serait-ce souvenir de l'Odyssée, les voix des sirènes qui séduisent les marins et les entraînent vers l'abîme, ou celles des personnes aimées disparues prématurément? Dans la 7e strophe, ces voix qui nous invitent à une existence nouvelle dans le royaume des ombres se révèlent être celles d'un spectre. Baudelaire convoque alors le héros antique Pylade, cousin germain et ami d'Oreste, qui devient synonyme d'ami au pluriel.
Les 2 dernières strophes du poème constituent le 8e chapitre de ce long voyage et justifient son placement dans la section des fleurs du mal intitulée La mort. Elles sont marquées par un lyrisme très travaillé. Elles commencent par une apostrophe à la mort, vue comme l'étape intermédiaire qui rend possible le dernier voyage vers un au-delà. Les aspirants à ce voyage expriment directement leur impatience. Il est temps, levons l'ancre. Une fois de plus, ce voyage est vu comme une fuite de l'ennui. De nouveau, dans la dernière strophe, un impératif traduit cette aspiration à la mort. « Verse-nous ton poison », qui offre paradoxalement la consolation pour qu'il nous réconforte, poursuit l'auteur. L'impatience se fait encore plus vive. Nous voulons plonger au fond du gouffre. Ah, le gouffre, ce mot si cher à Baudelaire, que l'on retrouve déjà dans l'Albatros, et 35 fois dans l'ensemble de l'œuvre, relayé par le mot « abîme ». Ce n'est pas le paradis de la Bible que recherche le poète, enfer ou ciel, qu'importe. Ce qui importe vraiment, c'est de plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, écrit Baudelaire, pour mettre fin à la monotonie du quotidien, pour mettre fin à l'ennui. Ainsi se clôt le recueil des Fleurs du Mal et le voyage du lecteur par un long poème au lyrisme qui reprend ou suggère tous les thèmes, les obsessions et les souffrances du poète. Dans cette lutte contre le spleen qui constitue toute son œuvre et toute sa vie, le poète cherche constamment de nouvelles armes. Elles sont symbolisées par la structure même des Fleurs du Mal, recherche de la consolation dans la ville et la communication illusoire avec les autres, ça ce sont les tableaux parisiens, dans le vin, dans l'amour des femmes, inaccessible s'il est platonique, et vouant à la damnation s'il est désir et plaisir, ou même dans la révolte contre Dieu. Il écarte finalement celle du voyage qui ne représente pour lui qu'une fuite vaine de soi-même. Ainsi, dans le poème en prose « Anywhere, out of the world », n'importe où, hors du monde, où le poète, proposant à son âme de voyager pour dissiper son spleen, elle finit par lui crier « n'importe où, pourvu que ce soit hors du monde ». C'était l'analyse du poème « Le Voyage », lu aujourd'hui par le comédien Nicolas Bouchaud, commentaire signé Ghislaine Zaneboni. Et tout de suite sur France Culture, retrouvez la grande dictée de Rachid Santaki que vous pouvez également suivre en vidéo sur le Facebook de la chaîne. À tout de suite. Thiaro Tzara, la rencontre du pianiste cubain Omar Sosa et du musicien malgache Rajeri, extrait de l'album An East African Journey, né d'une série de collaborations du pianiste Omar Sosa avec des musiciens d'Afrique de l'Est. C'était en 2009. Rencontre sur le terrain, live enregistré, et ça donne 7 albums sortis dans les bacs hier. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel touchent pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe m'eût pourtant évité des baffes quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot. Le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français, et Molière mit aussi un Y à merci.
Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquer. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes depuis que Nel vient d'être ôté. Imbécilité. Pierre Perret, pour ouvrir cette grande dictée, la vôtre, Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Pierre Perret, peut-être aussi pour amener, introduire ce qui va suivre, c'est-à-dire le texte que vous avez choisi et son auteur. On va swinguer aujourd'hui avec un musicien de la littérature, je n'en dis pas plus. D'abord, je vous présente nos invités qui ont accepté de se plier au jeu de la dictée. Avec nous, l'écrivaine Leslie Kaplan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, là très récemment, de L'aplatissement de la Terre, suivi de Le Monde et son contraire. C'est une série, un recueil de textes qui vient de paraître chez POL, que vous présenterez dans le cadre cette année du festival L'Escale du Livre de Bordeaux, cette rencontre littéraire qui a lieu chaque année et qui va avoir lieu, on y croit, on y tient cette année encore, mais en ligne, comme beaucoup de festivals, à cause de la contrainte sanitaire. Avec nous, son président Pierre Mazet, bonjour. Bonjour. À distance, vous êtes avec nous du côté de Bordeaux. Leslie Kaplan est ici en studio. La rencontre avec votre public, Leslie Kaplan, avec le public aura lieu le 23 mars à midi en ligne. Voici pour cette première annonce, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Comment ça va, Rachid? Ça va très bien Olivia, merci. Qu'avez-vous choisi aujourd'hui comme texte? Aujourd'hui, j'ai donc choisi un extrait de L'Arrache-Cœur de Boris Vian, un texte particulier pour nos invités, nos participantes et participants, puisqu'il comporte des mots imaginés par Boris Vian. Voilà, il a remplacé des vrais mots par des faux, il a inventé des mots valises, comme on dit. Alors, bien sûr, il faudra peut-être y aller à l'intuition sur cette dictée, à l'envie aussi de recomposer votre propre langage. Il n'y a pas d'écriture précise sur certains de ces mots inventés par l'auteur, mais peut-être la tentative de les écrire ou de les articuler au mieux, en étant fidèle à ce qu'a pu être son désir à lui ou son imagination. Mais il y a aussi des mots très classiques et très normaux qui figurent dans le dictionnaire avec des règles en vigueur encore aujourd'hui, malgré cette réforme annoncée par Pierre Perret de l'orthographe en ouverture de cette dictée. On fait un rapide rappel des règles. Il va y avoir d'abord une première lecture par Rachid Santaki pour vous mettre, Leslie Kaplan, Pierre Mazet, le texte dans l'oreille, puis une seconde lecture pour prendre note. Enfin, on fera une troisième lecture corrective ensemble pour tenter de mettre en lumière les points de difficulté de ce texte et on comptera sur vous pour pouvoir essayer de démêler le vrai du faux. Préparez tous vos stylos, déliez votre poignet. On écoute d'abord, on tend l'oreille et après on prend note. Rachid, c'est à vous. Merci Olivia. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l'état de nature. Il y avait des calaïos dont le feuillage bleu-violet par-dessous et vert tendre et nervuré de blanc à l'extérieur. Des ormades sauvages aux tiges filiformes bossuées de nodosités monstrueuses qui s'épanouissaient en fleurs sèches comme des meringues de sang. Des touffes de révioles lustrées gris-perle, de longues grappes de garilias crémeux accrochés aux basses branches des araucarias, des cyrtes, des maillanges bleus, diverses espèces de bécabunga, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, des haies de corps-marins, de canaïs, de sancières. Point de suspension. Alors, je vous rassure, c'est un jeu. Ce rendez-vous est un prétexte pour reprendre son stylo et sa feuille et s'amuser autour des mots. C'est donc parti, je vous souhaite une très bonne dictée. Le jardin s'accrochait partiellement. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées je répète pour les plus jeunes, le jardin s'accrochait partiellement à la falaise
et des essences variées croissaient sur ces parties abruptes, virgule. Et des essences variées croissaient sur ces parties abruptes, virgule. Accessibles à la rigueur, virgule. Accessibles à la rigueur, virgule. Mais laissez le plus souvent, à l'état de nature, point. Je répète, accessible à la rigueur, virgule, mais laissez le plus souvent à l'état de nature, point. Il y avait des calayos, virgule. Il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage, il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, bleu-violet par-dessous, virgule, est vert tendre. Il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, est vert tendre, et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Je répète, et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Des ormades, alors je précise Olivia, dans l'ouvrage il est indiqué des ormades, mais dans d'autres versions, ormande. Donc je vous lis ormade, hein, mais c'est peut-être ormande. Des ormades sauvages, virgule. Des ormades sauvages, virgule. Aux tiges filiformes, virgule. Des ormades sauvages, virgule. Aux tiges filiformes, virgule. Bossuées de nodosité monstrueuse, virgule. Donc je répète, des ormades sauvages, virgule. Aux tiges filiformes, virgule. Bossuées de nodosité monstrueuse, virgule, qui s'épanouissait en fleurs sèches, comme des meringues de sang, virgule, qui s'épanouissait en fleurs sèches, comme des meringues de sang, virgule, comme des meringues de sang, virgule, des touffes de révioles lustrées, des touffes de révioles lustrées, gris perle, virgule. Donc je répète, des touffes de révioles lustrées, gris perle, virgule. De longues grappes
de Garrilias crémeux, de longues grappes de Garrilias crémeux, accrochées aux basses branches, des araucarias, virgule. De longues grappes de Garrilias crémeux accrochées aux basses branches des araucarias, virgule. Des cyrtes, virgule. Des cyrtes, virgule. Des maillanges bleus, virgule. Des cyrtes, virgule. Des maillanges bleus, virgule. Diverses espèces de Bécabunga, virgule. Diverses espèces de Bécabunga, virgule. La semaine dernière, on a dit à Bleu, Rachid que sa dictée était trop facile. Je crois qu'il dont l'épais tapis vert, c'est de la faute d'Olivia, je reste concentré, dont l'épais tapis vert abritait, donc je répète, diverses espèces de Bécabunga, virgule, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule, des haies de corps marins, virgule, des haies de corps marins, virgule, de canaïs, virgule, de canaïs, virgule, de sancière, point de suspension. Je répète ce dernier passage. Des haies de corps marin, virgule, de canaïs, virgule, de sancière, point de suspension. Et fin de cette seconde lecture. Est-ce que ça va pour vous, monsieur Pierre Mazet et madame Leslie Caplon? Oui. Enfin, si on peut dire. Ça va. Voilà, on devait fêter le français, fêter l'orthographe, fêter notre amour des lettres à l'occasion du festival L'Escale du Livre. Et résultat... C'est la fête de nos invités, il faut le dire en avance. C'est la fête de Boris Vian et de nos auditeurs aussi. Pour cette dictée extrait de l'Arrache-Cœur, je vous fais une petite relecture rapide et on s'attaque à la correction en attendant pour vous peut-être la possibilité de remettre un peu de sens dans tout ça. Je suis pas sûre de mon côté qu'au bout de la 5e lecture, j'y sois vraiment parvenue. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l'état de nature. Il y avait des calaïos dont le feuillage bleu-violet par-dessous. J'ai oublié la ponctuation. Il y avait des calaïos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, et vert tendre et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Des ormades sauvages, virgule, aux tiges filiformes, virgule, bossuées de nodosités monstrueuses, virgule, qui s'épanouissaient en fleurs sèches, comme des meringues de sang, virgule, des touffes de révioles lustrées, gris-perle, virgule, de longues grappes de Garrilias crémeux accrochées aux basses branches des araucarias, virgule, des cyrtes, virgule, des maillanges bleus, virgule, diverses espèces de Bécabunga, virgule, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule, des haies de corps marin, virgule, de canaïs, virgule, de sancière, 3 petits points. Esgloup. Allons-y pour
la correction de cette dictée extrait de l'Arrache-cœur de Boris Vian. Alors le texte est compliqué, beaucoup de mots inventés, de néologismes, de mots valises comme on l'évoquait. Je vous propose qu'on arrête cette correction exceptionnellement en cours de route aujourd'hui, à ce tronçon de la phrase longue de Boris Vian, des touffes de réviol lustré gris perle. On s'arrêtera là pour l'explication à la radio, mais vous pouvez trouver l'intégralité sur notre site, sur franceculture.fr, à la page d'en français dans le texte. Le jardin s'accrochait partiellement. Alors, t'as la falaise, hein, si on fait la liaison, on n'oublie pas les deux L à partiellement. On est sur un imparfait, pour s'accrocher. S''de-C-R-O-C-H-A-I-T, partiellement deux L, à la falaise, F-A-L-A-I-S-E, et des essences, au pluriel, on n'oublie pas le S à essence, variées, E-E-S, croissait. Comment vous l'écrivez? Leslie Kaplan, ce verbe. Croisset. Croître, oui, croissait. Alors, j'ai écrit C-R-O-I-2-S-A-I-E-N-T. Très bien. Voilà, un simple I, sur le premier I de croissait, deux S, A-U-N-T, on est au pluriel de l'imparfait, troisième personne. Sur ces parties abruptes, C, vous en faites un possessif, un démonstratif, S-E-S, C-E-S, Ah, moi, j'ai mis S-E-S. Très bien. S-E-S, tous les deux, Pierre Mazet, parfait. Parties abruptes, alors, Pierre, comment vous écrivez partie et abrupte? P-A-R-T-I-E-S et abrupt, A-B-R-U-P-T-E-S. Très bien. Pour vous aussi, Leslie Kaplan. Oui. Accessible à la rigueur, accessible, vous accordez? Oui. Oui, je l'ai accordé avec partie. Pierre Mazet, vous aviez accordé accessible et laissé avec quoi? Avec partie. Alors, Oui, ou des essences qui sont aussi accessibles et qui sont laissées à l'état de nature. Des essences variées qui poussent sur Oui, ces les parties deux sont- abruptes. C'était... Hein Bon. Dans les deux cas, l'orthographe suit. On continue. Bon. Il y J'ai avait plus des... peur pour la suite. oui, Alors, vous avez raison. je remets la suite entre les mains de Rachid, du coup. Alors la suite, Prends pas de risque. il y avait, donc là, pas de difficulté au singulier, des kalaios. Donc là, effectivement, kalaios étant un mot qui vient de l'imagination de notre auteur, de Boris Vian. Il en a fait un mot qu'on peut écrire de différentes manières. Comment avez-vous écrit kalaios? Écoutez, j'ai écrit ce que j'ai entendu, c'est-à-dire C-A-L-A-I-A-U-X, n'importe quoi. Alors, presque, vous y étiez presque, puisque kalaios, il a écrit C-A-L-A-I, effectivement, O-S. Ah oui, O-S. j'ai écrit comme ça. Voilà, O-S. kalaios, Oui. mais en sachant D'accord. que ces mots sont sortis Oui. de l'imagination Bon, de Boris Vian. Donc, Bon. Bon, alors Pierre Mazet, vous y avez vu quelque chose de l'albatros. En tout cas, vous avez mis OS, c'est bien ça? Oui. Comme Boris Vian. Oui. Très bien. Dont le feuillage bleu-violet par-dessous est vert tendre et nervuré de blanc. Alors, est-ce que vous mettez un trait d'union à bleu-violet, Pierre Mazet? Moi, j'en ai mis un. Et vous, Leslie Kaplan? Non. Non. Et à vert tendre, Pierre non Mazet? plus. Vert tendre, j'ai mis un tréma aussi. Un trait d'union pardon. entre vert et Trait tendre. d'union entre bleu, violet et vert tendre, j'ai mis des traits d'union. D'accord. Et entre bleu et violet? Alors, il y en avait un entre bleu et violet, et il n'y en a pas entre vert, Entre vert et tendre. tendre, oui, que je suis bête. D'accord, alors Parce ça, que- j'avais raison. Lorsque l'adjectif de couleur est composé de deux couleurs, c'est le cas dans bleu-violet, il est composé. Et du coup, il est invariable, Ah bah non, il y en a- d'ailleurs. Oui. Mhm. Alors que vert tendre, on qualifie du coup la couleur. Comme bleu pétrole, il n'y a pas non plus de tiret. Vert tendre, il n'y a pas de tiret non plus. Bleu-violet, trait d'union, par-dessous, trait d'union. Vert tendre, pas de trait d'union, et nervuré, et c'est le feuillage qui est nervuré, donc, et de blanc à l'extérieur. Des ormades, on a dit du coup, tout comme ça se prononce, même si ce mot n'existe pas de toute façon, O-R-M-A-D-E-S. Bon. Oui. Mais dans certaines écritures, c'est ormande, O-R-M-A-N-D-E-S. Sauvage, avec un S, parce que là, on est au pluriel. Aux tiges filiformes. Pierre Mazet, Oui. comment écrivez-vous aux tiges filiformes? A-U-X, plus loin, T-I-G-E-S, F-I-L-I-F-O-R-M-E-S. Tout juste, Leslie Kaplan, vous les avez mises aussi au pluriel, ces Oui, tiges. oui, oui. Bossuet et ES. Alors cette fois-ci, on accorde avec les ormades, donc, que l'auteur a choisi au féminin.
B-O-2-S-U-E-E-S, de nodosité. On pense un peu au nodule. Hein. Nodosité, vous l'avez écrit comment, Leslie? N-O-D-O-S-I-T-E, accent aigu, S. T-E, accent aigu, S, exactement. Pareil pour vous, Pierre Mazet. Oui, on continue. tout à fait. Monstrueuse, S-E-S à la fin, qui s'épanouissait. Bon, ça, c'est un mot long, mais pas si compliqué. S apostrophe E accent aigu P-A-N-O-U-I-2-S-A-I-E-N-T en fleurs sèches. Au pluriel ou au singulier pour vous, Pierre Mazet, fleurs sèches? Moi, j'ai mis au pluriel. Et pour vous, Leslie Kaplan aussi, c'était juste. Comme des meringues de sang. La meringue, M-E-R-I-N-G-U-E-S, le sang, on n'oublie pas le G à la fin, mais ça c'est un mot qui est bien dans le dictionnaire et que l'auteur n'a pas inventé. Des touffes de révioles lustrées gris perle, que c'est joli. Rachid Santaki, aidez-nous, guidez-nous. Je ne peux pas vraiment vous aider, Olivia, je suis désolé. Je vois juste pour réviole, donc le mot valise rêve et peut-être foliole. Je n'en suis pas certain. Et donc, peut-être luciole, ouais. Effectivement, c'est quelque chose de du coup lumineux. Voilà. Pierre, comment avez-vous écrit réviole? J'ai écrit R-E accent circonflexe, V-I-O-L-E-S. Bon, moi aussi. Voilà, l'auteur l'a juste écrit au singulier. Au singulier. Ouais, il a écrit au singulier. Ça aurait pu être au pluriel. Oui, parce que des touffes. Ouais. Oui. Ah oui, alors du coup, moi j'ai mis illustré et ES. Oui, vous l'avez accordé. Ouais. Alors, réviole est un mot féminin pour Boris Vian, néanmoins, donc c'était juste. Gris perle, là encore, pas de trait d'union entre gris et perle. Et là, j'ai fait la faute. Alors, du coup, je trouve quand même intéressant cet exercice avec ce texte précisément, puisqu'il s'agit de mots qui n'existent que dans l'esprit de l'auteur, et du coup, je pense que c'est un jeu intéressant. Et après, on se retrouve aussi avec le lexique des plantes, celui du jardin, de ce jardin, de cette maison refuge où la famille Vian se serait exilée, réfugiée après le crash boursier américain après 1929. Voilà, pour ces créations lexicales, en tout cas de l'auteur, qui nous ont fait quand même un peu voyager, j'espère. Alors, chacun d'entre vous se note comme il veut et comme il peut. L'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver sur franceculture.fr à la page d'En français dans le texte. Leslie Kaplan, un mot aussi de ce livre que vous allez non pas défendre, parce qu'on n'est pas dans une compétition, mais raconter peut-être en dialogue avec le public de l'escale du livre que préside Pierre Mazet, qui a lieu à Bordeaux. En ce moment, l'aplatissement de la Terre. Pourquoi cette vision d'un monde tout aplati ? Tout d'un coup, ça me paraissait une sorte de réalité qui évidemment est imaginaire, mais qui me servait à rendre compte un petit peu de ce que je trouvais être, ce que je trouve toujours être l'état des choses difficile. Et il m'a servi à pointer un certain nombre de faits et de façons de faire qui, disons, relevaient, je dirais, d'un refus de penser et d'une façon schématique de voir les choses, d'un choix purement binaire qui relève tout de même d'un monde où c'est le marché qui domine. Donc le choix binaire, c'est j'achète pas, j'aime pas, et où toute forme de pensée plus était finalement au moins mis de côté ou exclue. Et ce texte commence comme ça, tout le monde s'en souvient, ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle. Quelqu'un était tombé en dehors de la terre, pas dans un trou, pas dans une crevasse, pas dans un abîme, non, en dehors, à l'extérieur, au-delà, et c'était la preuve matérielle, irréfutable de ce qu'on observait déjà depuis un certain temps. La terre n'était plus ronde, elle avait été aplatie, l'aplatissement était déjà bien avancé, et on était obligé de se demander jusqu'où ça irait. Le langage, Leslie Kaplan, pour vous, le langage d'aujourd'hui, il est aussi victime de cette binarité, ou au contraire, il nous aide, si on sait le manier, si on sait l'aimer, à remettre du relief? C'est-à-dire que je crois que le langage, au fond d'ailleurs, est toujours menacé, parce que c'est quelque chose qui fait du commun entre les gens qui parlent,
Alors, bien sûr, heureusement, il n'est pas du tout éradiqué, etc. Mais je crois que quand on parle d'un monde aplati, ça veut dire que vraiment, on ne cherche pas beaucoup plus loin qu'un sens assez simpliste aux mots. Alors, dans le volume, bien sûr, il y a d'autres, disons, possibilités. Ce qui est mis en avant, c'est l'amour des mots et l'amour de la joie du possible et pas de l'état simple et plat des choses. Mais bon, c'est quelque chose tout de même, je dirais cette menace de simplification extrême, de schématisation, est là, elle est là. L'ennui auquel vous faites référence, Oui. Leslie Kaplan, dans un deuxième texte, le traité de l'ennui. Baudelaire aussi, que nous avons étudié dans Français dans le texte, luttait contre la monotonie du quotidien à travers une certaine forme d'idéal. Ça, c'était la quête du poète. Vous, Pierre Mazet, est-ce que vous direz que les auteurs que vous avez invités à l'escale du livre sont nombreux, comme Leslie Kaplan, comme Baudelaire, à combattre cet ennui par l'écriture, par la fiction, par l'imagination? Oui, puis je crois qu'on les choisit surtout pour ça. C'est-à-dire que depuis la création d'Escale du livre, on a fait le choix d'inviter des auteurs qui ont une langue, qui ne sont pas toujours forcément les auteurs les plus grands publics, mais parce que ce sont ceux-là qui nous intéressent et que ça devient, je trouve, urgent de défendre la langue, de défendre le vocabulaire, de défendre même l'orthographe. Moi, je sais que je suis enseignant par ailleurs et je, sans être nostalgique, j'ai toujours un peu le sentiment d'un rétrécissement du champ linguistique. Et ça s'explique aussi par le fait que on lise moins de littérature, ce que je trouve dommage. Donc plus les écrivains font appel à l'imaginaire, plus ils nous capturent par une langue et par un rythme, mieux c'est, parce que je pense que pour les lecteurs et les jeunes lecteurs, c'est essentiel aujourd'hui. Et puis mettre des mots sur les choses, c'est quand même primordial. C'est aussi développer un esprit critique, je trouve, aujourd'hui, dont on a grandement besoin. Cette nouvelle édition va se tenir en ligne, l'inédite édition depuis chez vous. Ça se passe comme ça et c'est pas désagréable aussi de pouvoir parler littérature, entendre parler de littérature de son canapé. Une escale donc à suivre intégralement en ligne qui se tiendra, ce sera l'épicentre de ce voyage à Bordeaux, avec aussi des expositions et des spectacles. Pierre Mazet, on peut retrouver l'intégralité du programme. Très bon festival. Merci beaucoup, merci. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Sandrine Chaperon et Jeanne Delecroix, avec l'aide de Zora Vignier. À la réalisation aujourd'hui encore, Midia Portis-Guérin, avec à la technique Clément Daté. À la vidéo, Laurie Vachon. Très belle fin de journée à tous sur France Culture. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Grande Table avec le musicien, chanteur Gaëtan Roussel dans la première partie de l'émission. Puis nous parlerons consentement avec la psychanalyste et philosophe Clotilde de Guille.